product owner, j'ai été scrum master, j'ai été coach agile, j'ai fait un peu aussi de coaching agile à l'échelle. Et aujourd'hui, du coup, je voulais vous parler de quelque chose qui me tenait à cœur, qui s'appelle l'agile engagé. Mais qu'est-ce que c'est en fait que l'agile engagé? Parce que du coup, je vous donne un nom comme ça et forcément, c'est pas toujours ce qu'il y a derrière. En fait, on va parler de Scrum aujourd'hui, mais d'un Scrum revisité. C'est-à-dire qu'en fait, on a transformé le framework Scrum pour faire en sorte qu'il permette aux équipes dans leur quotidien de mieux maîtriser leur impact. Quand je vais parler d'impact, je vais parler plutôt de l'impact positif. Donc finalement, maîtriser l'impact environnemental et l'impact sociétal. Et que ça vienne en fait dans leur quotidien, dans leur opérationnel. Finalement, derrière l'agile engagé, la proposition de valeur qu'on souhaite faire, c'est mettre l'agile au service de la transformation responsable et permettre aux équipes de trouver potentiellement aussi un nouveau sens dans cette pratique-là, et une pratique qu'on a donc revisitée et adaptée aux enjeux économiques. Ça, en général, l'agilité était déjà là pour vous aider, mais aussi pour vous aider à relever les enjeux sociétaux et environnementaux. Avant de sauter dans le framework et de vous présenter comment est-ce qu'on a impacté le framework Scrum, je vais vous parler finalement de pourquoi l'agile engagé, pourquoi est-ce que ça me tient à cœur. Déjà, à titre personnel, en tant que PO, en tant que Scrum Master, en tant que coach agile, j'ai eu l'impression d'observer, alors je ne sais pas vous, que parfois l'agilité se transformait plus dans une course au time to market et à des indicateurs de productivité que vraiment se centrer sur la valeur utilisateur. Et c'est vrai que moi, à titre personnel, ça me posait problème. Le nombre de Scrum Masters que j'ai accompagnés, de PO, où je voyais des PO qui étaient plus exécutants de leur roadmap que vraiment maîtres, et aussi des Scrum Masters ou même des Tech Leads qui passaient énormément de temps à expliquer pourquoi est-ce qu'on a fait tant d'US, pourquoi est-ce que la vélocité a baissé, pourquoi est-ce qu'on s'est planté dans les estimations, et finalement beaucoup de temps passé sur des indicateurs de productivité et non plus sur des indicateurs d'impact, que je parle d'impact business, et nous on va tirer le trait pour aller chercher les impacts environnementaux et sociétaux. Donc j'avais besoin finalement, moi à titre personnel, de retrouver un petit peu de sens dans tout ça, et aussi parce que à titre personnel, j'essaie de faire des efforts dans mon quotidien, je trie, j'essaie d'avoir des téléphones qui durent le plus longtemps possible, etc., etc. Et en fait, c'est très difficile de s'arrêter à la porte de chez soi, de rentrer dans l'entreprise et de se dire « je mets tout ça de côté ». Et pour moi, l'agilité ne répondait pas encore à cette partie un petit peu sur l'environnement, sur la société. Comment est-ce que moi, en tant que coach agile, je peux intégrer dans l'agilité une part de sens qui me manquait encore aujourd'hui. Et enfin, on regardait l'agile, j'ai ressenti du coup ce besoin de faire un pas de côté. Et en regardant l'agile, en regardant des labels, des bonnes pratiques d'éco-conception, j'ai trouvé une forme d'écho. Parce que d'un côté, on a l'agilité qui vous dit « faites attention à la qualité ». Prenez le temps d'apporter de la valeur à l'utilisateur. L'agilité, c'est pas forcément aller vite, c'est plus prendre le temps de faire la bonne chose au bon moment. Et je me suis dit, bah, très bien, et je regarde des labels, des principes d'éco-conception, et ils me disent, soyez frugal, essayez de faire des choses qui sont utiles, utilisables, utilisées. Bah, très bien, je trouve un écho. Pareil sur la partie qualité, on a d'un côté l'agile qui vous dit faites des choses qui tiennent dans le temps, évitez le quick and dirty, et à côté de ça on nous dit évitez l'obsolescence. Du coup je me suis dit tiens, il y a un fil à tirer, l'agile répond à des labels, à des bonnes pratiques, et donc pourquoi pas finalement révéler le potentiel de l'agilité. L'ambition du coup derrière l'agile engagé, c'est donc de proposer, pour ceux qui veulent y trouver un nouveau sens, un nouveau sens à cette pratique agile qui va chercher plus de social et plus d'environnemental. Et aussi, un point important, c'est de venir finalement, alors désolé, un petit peu jargonneux, opérationnaliser les stratégies RSE. Pourquoi je dis ça? C'est que souvent, en tout cas chez les clients chez lesquels je suis, on commence à avoir des clients qui sont matures sur les stratégies RSE, qui intègrent dans leur stratégie des points d'environnement, de société, baisser nos émissions carbone, être plus inclusif. Mais en fait, ça reste des missions qui sont assez hautes et qui ne descendent pas par capillarité jusqu'aux équipes dans leur quotidien. Ou alors, j'ai des équipes qui sont dédiées et ce n'est pas vraiment transversal. Et c'est plus du coup des cellules un petit peu dédiées dans l'entreprise sans forcément que ça rayonne complètement. Et j'ai souvent eu des clients qui m'ont dit nous, on a des missions, mais on ne le voit pas par capillarité descendre jusqu'aux équipes et on ne sait pas comment le faire vivre dans les équipes. Après, bien sûr, il y a aussi les OKR parfois, donc ça peut aider. Et moi, j'avais besoin de traiter le point du point de vue de l'agilité.
Et aussi, un point important, c'est de préserver l'employabilité. Je ne suis pas là pour vous proposer un framework qui va tout changer, qui n'est pas reconnu et pas compris par le marché. Parce que donc là, c'est important aussi, si on propose à la communauté agile de vivre un nouveau framework, il faut aussi qu'il soit compris par le marché, par les RH. Donc on reste sur du Scrum et on va chercher finalement aussi ces compétences qu'on peut chercher aujourd'hui sur l'environnement, sur la société, avoir des développeurs qui savent faire un peu plus de Green IT, des designers qui sont un peu plus dans le design inclusif. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Donc c'était un point qu'on ne voulait pas oublier dans l'agilité, qui est la partie finalement développement personnel de l'humain et des équipes agiles. Bon, assez parlé du coup de tout ça. Finalement, qu'est-ce que c'est que le framework engagé? Grosse surprise, je pense que vous reconnaissez quasiment tous Scrum, parce que du coup on a très peu touché le framework. En fait, ce que vous voyez là, c'est tout ce qui est en orange. C'est finalement les rituels classiques et basiques de Scrum qu'on a légèrement adaptés à l'intérieur. Donc on garde les mêmes rituels, on vient y injecter quelques questions, quelques questionnements, quelques manières de faire pour intégrer cette conscience écologique et sociétale. Après, vous avez deux éléments en bleu qui sont un petit peu des figures qu'on souhaite imposer dans ces nouveaux frameworks pour faire en sorte que les équipes, d'une part au début, posent leur mandat. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi être une équipe engagée? Comment est-ce que je vais traiter mes produits? Est-ce que je vais avoir un pilier un petit peu plus fort sur l'environnement, un pilier un peu plus fort sur le sociétal? Est-ce que je vais attaquer les deux? C'est le temps pour l'équipe de poser son ambition. Et forcément, en miroir, vous avez la partie monitoring. Pour se dire finalement, prendre le temps que l'équipe se réunisse pour se dire est-ce qu'on a vraiment eu de l'impact? Puisqu'on pose des hypothèses, on teste, il faut bien vérifier à un moment si ça a marché ou pas. Donc, vous avez le framework et je vais rentrer finalement dans les quelques outils et contenus de ce framework. Qui dit du coup framework, vous avez une structure de temps que l'équipe va vivre. Et là, du coup, on vous propose un certain nombre d'outils pour vivre ce framework-là. Donc, je vais rentrer dans chacun de ces éléments-là pour que ce soit un petit peu plus concret pour vous. Tout d'abord, on va reparler du mandat. Qu'est-ce que c'est pour une équipe de prendre le temps de poser son mandat? Nous, pour ça, on vous propose 2 temps dans le mandat. Je vous propose d'abord un atelier qu'on a appelé un peu un atelier fondateur, où on utilise un atelier qui existe déjà. On ne l'a pas inventé, ça s'appelle la carte postale du futur. Et en fait, c'est l'équipe du futur qui va s'écrire à l'équipe d'aujourd'hui, comme si tout s'était parfaitement déroulé et qu'ils avaient atteint leur objectif, pour leur dire comment ça s'est passé, quel était l'objectif qu'ils avaient eu, s'ils l'ont atteint et comment. Et après un deuxième atelier, finalement, une fois que j'ai posé mon mandat, mes objectifs, mon ambition, avoir les indicateurs qui correspondent à ce mandat. Finalement, mon mandat, si j'ai besoin de le suivre et de me dire j'ai réussi ici, quels sont les indicateurs qui vont me montrer cette réussite-là? Et après, vous pouvez choisir, selon votre mandat, des indicateurs plus environnementaux, sociétaux, et même aller chercher des indicateurs sur la qualité de vie au travail d'une équipe. Parfois, il y a une équipe, elle a déjà juste besoin de se sentir bien avec elle-même, et elle pourrait choisir des indicateurs de qualité de vie au travail. Si je vous donne un exemple de carte postale, donc vous avez en haut, vous parlez du contexte, vous avez les objectifs et les freins et les solutions. Par exemple, imaginons on est sur une équipe qui travaille sur une application RH pour ses collaborateurs et collaboratrices. Alors l'équipe va s'écrire, donc l'équipe du futur s'écrit à elle-même aujourd'hui en se disant chère équipe, le contexte était tel qu'il est, on avait des émissions carbone qui étaient très élevées, et en parallèle, on avait une politique RH qui était en train d'évoluer, qui allait chercher plus de diversité dans le recrutement. Super, ça c'est le contexte. Notre objectif, c'est du coup de diminuer nos émissions et d'être de plus en plus accessible à toutes les personnes au sein de notre entreprise via notre application RH. Donc on va vouloir une application qui est sobre et inclusive. Bon, c'est assez générique quand vous avez des projets un petit peu plus concrets. Vous pourrez rentrer encore plus dans le détail. Et ensuite, on a cette partie finalement un peu freins et solutions. C'est-à-dire que bien sûr, l'équipe va évoluer dans un écosystème, elle n'est pas forcément complètement naïve sur ce qui va se passer, et l'équipe du futur raconte un petit peu à l'équipe actuelle quels sont les freins qu'elle a pu rencontrer et comment est-ce qu'elle a fait en sorte de les lever. Donc de se dire, nous on avait un manque de savoir-faire et de connaissances sur la partie, par exemple, baisse des émissions de carbone, une petite réticence au changement de certains collaborateurs, mais en fait, comment est-ce qu'on a surpassé ces éléments-là? On a fait de la sensibilisation et on a demandé quelques formations. On pourrait même lister les formations si on veut au début. Et ça permet à l'équipe de s'ancrer vraiment dans un mandat qui est concret et de se dire, voilà, nous maintenant, le produit, quand il va nous arriver, voilà comment est-ce qu'on va le traiter,
voilà notre posture. Ça permet aussi de le présenter au reste du monde pour que l'équipe puisse tenir sa posture. Et après, bien sûr, vous avez la partie indicateurs. Je ne rentre pas forcément dans le détail, mais c'est du coup tous les indicateurs qui vont se faire le miroir de cette ambition. Pour ceux qui connaissent les OKR, c'est pas très loin finalement de ce principe-là, des objectifs et des résultats clés à attendre que je peux suivre. L'équipe a posé son mandat, elle sait où elle veut aller. Ensuite, la question c'est comment est-ce que ça va se traduire dans son backlog? Comment est-ce que ça va exister dans le backlog? Nous, ce qu'on propose par rapport à ça, c'est d'avoir une nouvelle classification des US. Aujourd'hui, vos US, en général, soit elles ont une étiquette technique, elles ont l'étiquette du projet, etc. Rajoutez une étiquette à l'US. Est-ce qu'elle est plutôt favorable, défavorable ou neutre par rapport à votre mandat? Et du coup, en fait, ça va vous donner une forme de teinte à votre backlog. Et les points que vous voyez là, c'est pas un nouveau système de points en se disant « Ah, cette US, elle est super favorable, du coup, je lui ai mis 9 points ». En fait, c'est les points de vélocité de l'équipe. Donc on reste sur « je classifie mes US », et ces US, quand elles passent en estimation ou en poker planning, ce que vous voulez, elles vont avoir des points. Et finalement, si j'ai 3 US à 3 points, qui ont été classés favorables, ça va me faire 9 points. Et l'objectif derrière pour l'équipe, c'est de se dire, par rapport aussi à ce mandat, par exemple, nous, on ne veut pas passer plus de X% de notre vélocité sur des US qui sont défavorables. Donc finalement, c'est un nouveau chart que vous pouvez avoir. Vous avez les burn-out, vous avez les burn-up, etc. Et bien là, c'est un élément complémentaire. On vous propose de regarder votre vélocité à travers l'impact que vous mettez dans votre backlog. Bien sûr, ça reste des hypothèses. Je fais une estimation si je suis favorable ou défavorable. J'ai une US sur une vidéo. J'ai mis des règles dedans en disant la vidéo se lance automatiquement. Elle est en super qualité, il n'y a pas de sous-titres. A priori, je vais plutôt la classer dans défavorable. La vidéo, on a discuté et finalement on s'est dit on met des sous-titres, elle ne se lance pas automatiquement et elle est lancée plutôt en qualité un peu plus faible. Je peux la classifier de neutre, voire favorable, parce que les sous-titres, c'est plutôt inclusif. Donc il y a plein de manières finalement de regarder un peu ces US. Et après, il faut savoir que l'estimation, c'est jamais facile et que l'agilité adore les jeux de cartes. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on vous propose un petit jeu de cartes pour l'équipe. Ce jeu de cartes, il est plutôt, et cette estimation d'US, enfin classification, elle est plutôt à faire au moment du refinement. Ce moment où finalement l'équipe prend le temps de se poser des questions, de découvrir ces user stories et de se les challenger encore un petit peu pour les affiner. Donc là, vous voyez le prototype du jeu de cartes. J'ai même quelques cartes ici, si jamais vous voulez les voir. Et l'objectif, en fait, c'est qu'on a tout le monde qui peut jouer à ce jeu. Ce n'est pas simplement les développeurs qui vont faire l'estimation. Tout le monde a un deck de cartes à constituer selon le mandat de l'équipe, puisque nous, on a créé un certain nombre de catégories pour viser assez large. Chaque équipe, selon son mandat, pourra construire son deck de cartes. Le PO a un jeu, le Scrum Master, les devs, l'UX. Et là, le PO va présenter son US et on va se dire, ok, donc moi, en mon âme et conscience, moi développeur, moi designer, est-ce que j'estime que cette US, elle est plutôt favorable ou est-ce qu'elle est plutôt défavorable ou est-ce qu'elle est neutre? J'ai pas assez d'informations ou je considère vraiment que l'impact est négligeable. Et au dos de chaque carte, pour aider quand même la première fois à classer et à estimer, on donne quelques exemples en disant, bah voilà, là ça va être défavorable parce que vous avez un hébergement qui est potentiellement disproportionné, vous ne régulez pas les appels front et back, etc., etc., pour aider à donner quelques pistes. Et finalement, c'est à la fois un jeu d'estimation, mais aussi un jeu de sensibilisation et de pédagogie, en fait, pour apporter un peu de pédagogie dans l'équipe. Parce que je n'ai pas besoin d'être un cadre de l'impact positif pour réussir à faire de l'estimation comme ça. Donc concrètement, si on vit un tour d'Impact Poker, parce que du coup c'est son petit nom, imaginons on a une US, donc en tant que collaborateur, je souhaite accéder à mon historique de facture parce que ça va m'aider pour mes notes de frais. J'imagine qu'on a tous des notes de frais ici à faire. Premier tour, donc le PO a présenté son US. Et là, bon, pour faciliter l'exemple, tout le monde est d'accord. Et tout le monde a dit qu'a priori, ça pouvait être quelque chose de défavorable. Pourquoi? Parce qu'avoir des historiques, ça peut être très, très long, je charge tout, je vais charger, je ne sais pas, 1 an d'historique si je ne mets pas de règles, etc. Et là, l'US, on s'est dit, bon, bah, il y a un risque potentiellement qu'elle soit défavorable. Et là, je peux déclencher une discussion. Soit on se dit, bon, par rapport à la valeur, et on ne sait pas mettre d'autres règles sans risquer de déprécier trop fortement la valeur utilisateur, bon, bah, tant pis, c'est défavorable. Est-ce que nous, équipe, on pourra compenser cette dette plus tard?
ou faire une action correctrice. Mais s'il y a discussion, alors je pourrais avoir un PO qui dit dans ce cas-là, moi je suggère qu'on mette des périodes de temps qui sont adaptées au client. Très bien. Et dans ce cas-là, l'UX de dire, et en plus du coup, faisons une analyse pour proposer des périodes de temps prédéfinies, ou même qui sont paramétrables par l'utilisateur d'entrée de jeu. Et en plus, le PO qui dit ah super, bonne idée, et en plus je propose qu'on lui mette un message pour lui dire avec son nombre de volumes de données qui est téléchargé, l'équivalent CO2 que ça pourrait représenter. Si on a une équipe qui est déjà bien sur son, bien capable de faire cette analyse-là. Et les développeurs qui dira super, nous ça va nous permettre de limiter le volume de données, et en plus on va paginer les résultats pour éviter de tout envoyer. Et du coup, on arrive potentiellement en plus sur une US qui a baissé finalement dans sa classification, qui est plutôt neutre, qui pourrait même presque passer à favorable. Et en plus, on a un petit nouveau une nouvelle carte qui déboule, qui est la partie sur, par exemple, l'inclusion, parce que faire des éléments qui sont paramétrables en général, ça autonomise l'utilisateur et c'est plutôt considéré comme une bonne pratique. Et ainsi de suite sur vos US. Après, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Donc, sur les premières itérations, les premiers sprints, on peut se dire que l'équipe va se dire on prend un certain nombre d'US, les US qui nous semblent les plus importantes, les plus grosses qu'il faudrait classifier. Et comme ça, on essaye au début déjà de commencer à donner une teinte à son backlog, si on n'est pas capable de tout embarquer d'un coup. Parce que là, je sais que c'est du temps supplémentaire à prendre pour l'équipe. Mais bon, le temps et l'engagement, c'est important. Ensuite, je passe directement à la rétrospective. Pourquoi ? Parce que la partie finalement sprint planning, elle va se dérouler classiquement. Vous prenez vos US, elles sont priorisées, vous connaissez un peu le niveau aussi de favorable, défavorable, donc vous avez finalement un nouvel axe, un nouvel angle de priorisation pour le PO et pour son équipe. Le daily, il n'y a pas trop de raison d'y toucher. Et la partie revue de sprint, non plus. Mais vous pouvez rajouter les éléments de bilan, de teinte de backlog, votre vélocité, où est-ce que vous étiez par rapport à votre budget. Enfin, votre budget environnemental, j'entends. Et là, vous arrivez à la rétrospective, puisqu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a une équipe derrière. Et du coup, comment se passe la rétrospective ? Encore une fois, on souhaite rester simple. On n'est pas là pour faire le chamboule-tout avec le framework Scrum. On prend les templates de la rétrospective qui existent. J'imagine que vous vous en reconnaissez peut-être certains parmi ceux-là. Et nous, on s'est dit, on les prend. Et juste, on va ajouter un élément dans le template pour faire en sorte que l'équipe puisse avoir la discussion autour de son impact. Typiquement, dans le speedboat, j'ai rajouté un dauphin, parce que c'était sympa. Et le dauphin, il dit « La planète vous dit merci ». Et là, finalement, la question par rapport à ça, c'est vous, équipe, par rapport au sprint backlog, par rapport au sprint, comment est-ce que vous êtes senti dans votre engagement pour la planète ? Quand je dis planète, ça peut être société ou environnement. Et du coup, l'équipe de dire nous, on a été contents de ce sprint-là, on a été plutôt favorable, on s'est bien organisé, on pense qu'on a bien estimé, on va voir ça en monitoring comment ça s'est passé, ou tiens, ça a été un peu compliqué, je pense qu'on manque de formation sur tel point, parce que du coup, on a eu du mal à l'estimer, enfin à le classifier, où on se sent un petit peu tout nu face à certaines problématiques. Et en fait, c'est l'occasion, dans chaque rétrospective, de venir ajouter une petite dimension pour que l'équipe ait cette discussion-là. Le temps de rétrospective ne change pas, vous ajoutez finalement une question pour que l'équipe puisse prendre le temps de se dire, par rapport à mon mandat, comment est-ce qu'on se sent ? Est-ce qu'on se sent, est-ce qu'on a les bons outils ? Est-ce qu'on est content de le faire ? Est-ce qu'on souhaite le challenger ? Parce que le mandat n'est pas non plus inscrit dans le marbre. Vous avez vu qu'en fait, le mandat et le monitoring, c'était un peu plus haut, parce qu'ils ne sont pas forcément à la maille du sprint. Vous n'allez pas refaire votre mandat tous les sprints. Donc vous pouvez challenger le mandat. Il y a 3 à 6 mois, et la rétrospective peut être un temps pour se dire, tiens, c'est peut-être le moment de challenger le mandat. On arrive à la partie du monitoring. Donc là, votre sprint est fini. Le monitoring, c'est peut-être aussi, donc, comme le mandat, ce que j'expliquais, c'est qu'il n'est pas forcément à la maille du sprint. Il est peut-être au rythme de vos mises en prod. Est-ce que vous voulez le faire tous les 2 mois, au moins une fois par trimestre, tous les mois ? À l'équipe aussi de choisir le moment le plus opportun pour faire du monitoring. Ça ne sert à rien d'aller chercher de la data que vous n'avez pas du tout, parce que vous n'avez même pas encore mis en prod vos développements. Donc comment ça se passe sur le monitoring ? Nous, en fait, c'est important qu'on ait ce temps-là, parce que moi, je me souviens qu'en tant que PO, encore une fois, je passais plus de temps sur des indicateurs de productivité que les indicateurs d'impact, c'est ce que je vous disais au début. Et c'est de se dire, j'ai besoin, moi, de sanctuariser, de ritualiser un temps qui me permet d'avoir un moment avec mon équipe pour discuter de mes indicateurs, pas de productivité, mais d'impact.
que ce soit sur la partie business, que ce soit sur du social, que ce soit sur de l'environnemental. Typiquement, dans mon mandat et dans mes indicateurs, si je me suis dit, ben moi j'ai envie de traiter un petit peu le sujet de l'obsolescence, et du coup, on a traité les éléments, on a développé de sorte que ça marche sur un nombre d'OS le plus large possible, est-ce que dans les résultats, dans mes indicateurs, je vois des utilisateurs qui ont des OS de plus en plus anciens et qui continuent à utiliser mon produit? Si par exemple, j'ai pris la partie sur l'inclusion, en me disant bah, j'ai envie finalement de rendre mon application la plus accessible possible, est-ce que je vois un changement dans les profils de mes utilisateurs? Et l'objectif, c'est que l'équipe, collectivement, voit son impact. Surtout qu'en plus, encore une fois, l'équipe, elle va apprendre en marchant. Donc il est possible qu'on ait aussi fait des erreurs. Donc c'est de se dire, nous, on pensait qu'on allait avoir un impact de fou avec tel US ou telle mise en production avec cette fonctionnalité-là, et finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Est-ce qu'on a fait une erreur? Est-ce qu'il faut qu'on aille plus loin? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on n'a pas besoin de passer notre énergie? Et du coup, c'est l'occasion finalement aussi de réajuster potentiellement sa trajectoire, ou au moins de tirer des leçons sur ce qu'on a produit. Après, il y a des choses qui peuvent mettre un petit peu plus de temps à être monitorées. Vous n'avez pas aussi toujours la data. Donc ça peut aussi vous poser problème. Mais déjà, quand même, prendre le temps de se dire qu'est-ce qu'on pense, quitte à faire des études ad hoc, demander aux designers, demander à votre écosystème d'aller faire des études et des sondages un peu ad hoc pour aller commencer à avoir de la data si ce n'est pas déjà automatisé. On parle du coup du framework depuis tout à l'heure. Derrière le framework, on a quand même une équipe. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour l'équipe, pour les rôles finalement, qui vont investir, qui vont prendre ce nouveau rôle dans ce framework-là? Bah, tout le monde reste là où il est. Tout le monde fait très bien son job aujourd'hui. On rajoute juste finalement la partie engagée en se disant bah, moi, product owner engagé, je priorise plus seulement par rapport à mon ratio effort-valeur. Je vais aussi prendre le temps de prioriser par rapport à l'impact environnemental, l'impact sociétal, bien sûr selon mon mandat. Si j'ai un mandat qui est fortement axé sur l'environnemental, je vais prendre ce prisme-là. Et tout à l'heure, alors je l'ai peut-être dit un petit peu vite, sur la partie, je ne sais pas si vous connaissez les 3 U, ça peut être un outil puissant pour un product owner, parce que je vais réfléchir, est-ce que c'est utile? Est-ce que je crée de la valeur pour mon utilisateur? Est-ce que c'est utilisé? Donc est-ce que je fais quelque chose qui a du sens, et finalement, si ce n'est pas utilisé, bah, je le retire, donc ce sens un petit peu de frugalité. Et est-ce que c'est utilisable? Pour se dire, ok, donc est-ce que je suis dans l'inclusion? Est-ce qu'on a bien fait les choses? Et là-dessus, l'UX designer peut beaucoup aider. Il va avoir un rôle important, l'UX designer, c'est de se dire, bah moi je suis aux côtés de mon PO et j'ai aussi un devoir d'aller chercher de l'éco-conception, de faire du design circulaire, de faire du design inclusif. Et donc là, c'est un designer qui prend aussi un peu plus de corps, un peu plus d'épaisseur sur ces sujets-là. Pareil pour le développeur, il fait son job, il le fait déjà très bien. On a déjà les développeurs en général qui sont bien axés performance pour faire un beau code qui est bien performant, qui ne prend pas trop de temps, etc. Et là, il va avoir ce rôle supplémentaire, cette responsabilité d'aller chercher des sujets Green IT, IT for Green, pareil, de l'éco-conception, etc. Choisir le bon langage, choisir le bon framework si c'est vraiment utile d'avoir un framework, etc. Le Scrum Master, il garde sa super casquette de garant de la méthodologie, sauf que sa méthodologie a un petit peu évolué, et du coup, il sera là pour faire le garde-fou sur les sujets d'impact, en disant, attention, dans la rétro, on a oublié de se poser la question, là, il faut qu'on classifie les US, etc. Et qui aide l'équipe à passer aussi ce cap un peu de charge, hein, parce que c'est des responsabilités, malgré tout, qui sont des responsabilités complémentaires dans ce framework-là. Et du coup, le Scrum Master est là pour réussir à tenir un petit peu la barre et à dire à l'équipe, les motiver, et ça va bien se passer. Et le coach agile, qui va aussi avoir un peu cette casquette-là, mais qui est, finalement, j'ai mis un petit plus à côté, parce que le coach agile n'est pas forcément à part entière dans l'équipe, il est là pour accompagner pendant un certain temps, en général, a une vocation à disparaître un petit peu, et il est là pour, pareil, aider l'équipe à passer le cap, à dire on y va, à prendre des réflexes, à se poser les bonnes questions, et à accompagner l'équipe dans toute cette transformation-là, d'un coach agile, quoi. Et on n'oublie pas la partie écosystème, parce que souvent, alors je ne sais pas vous également, mais en tant que coach agile et Scrum Master, souvent un petit devoir d'aller faire de l'évangélisation auprès de l'écosystème pour aider l'équipe à tenir sa posture, parce que souvent l'écosystème n'est pas complètement transformé en agilité, et c'est pas toujours facile d'être une équipe agile quand on est un peu ballotté par son écosystème, et au coach agile aussi d'aider l'équipe à tenir cette posture. C'est aussi pour ça que je parlais du mandat, et qu'on le met comme figure imposée dans le framework, parce que c'est quelque chose qui est important, c'est une forme de feuille de route de l'équipe, la posture de l'équipe qu'il faut savoir tenir
même face à son écosystème. Là, je parle de l'écosystème comme un frein, mais il y a aussi l'écosystème comme un accélérateur. En discutant du framework avec un client, une des premières choses qu'il m'a dit quand je lui ai parlé de l'équipe, il a fait « Mais moi, en plus, j'ai un écosystème pas qui traîne dans un coin, mais presque, qui prend un peu la poussière, avec des experts de l'accessibilité, des experts du Green IT, et en fait, ils ne sont pas encore super sollicités. Or là, si j'ai une équipe qui part sur de l'agile engagé, je vais pouvoir faire revivre cet écosystème-là vraiment dans l'opérationnel et pas les avoir simplement dans un coin en parallèle où ils vont faire des choses, mais ça ne va pas rentrer dans les équipes. Alors que là, ils peuvent rentrer dans toutes les équipes. Donc il y a aussi une dimension sur l'écosystème qui est important, et pas que les experts. Les experts RSE, etc. Vous pouvez aussi avoir la BI. Tous ceux qui arrivent à aider l'équipe à passer un petit peu à l'échelle et à industrialiser son monitoring, par exemple. Donc je vous ai présenté tout le framework Agile engagé. J'ai encore deux petites choses à vous dire, mais c'est surtout aussi pour retenir que finalement c'est Scrum. A priori on ne l'a pas trop défiguré, donc c'est simple, c'est vraiment appréhendable par les équipes, et on ajoute ces 2 temps spécifiques pour que l'équipe se donne une forme de trajectoire et qu'elle puisse la réajuster avec le monitoring. Je ne dis pas que les équipes, certaines ne le font pas déjà, mais l'objectif c'était déjà de l'incarner et de le ritualiser pour dire nous on vous propose un repère et un standard sur lequel vous pouvez vous reposer et du coup le faire vraiment ancrer dans votre quotidien. Petite pause. Sur la partie prérequis pour l'appropriation de l'agile engagé, parce que ça reste du changement, et donc qui dit changement dit souvent proposer déjà un sponsorship qui est assez fort pour aider l'équipe à faire ses priorisations et à tenir encore une fois cette posture face à son écosystème. Donc c'est important d'avoir quelqu'un qui va soutenir l'équipe dans cette transformation-là. Et aussi du volontariat. On propose que l'équipe soit plutôt volontaire pour aller chercher l'agile engagé et pas tout de suite l'imposer. Aussi de préférence, soit avoir des équipes qui sont déjà plutôt matures dans leur vie agile et qui sont déjà à l'aise, ou alors, si vous voulez un challenge un peu plus fort, des équipes qui vont démarrer l'agile et tout de suite leur proposer l'agile engagé en disant est-ce que vous voulez passer cette marche qui est peut-être un peu plus grosse, mais si vous êtes motivé et que vous avez l'envie, ben on peut y aller. Je déconseille en revanche d'aller proposer l'agile engagé à des équipes qui sont pas bien dans leur basket, où elles sont déjà un peu en train de lutter avec le framework, avec l'agilité, etc. Et plutôt laisser le temps déjà de sédimenter un peu l'agilité, qu'elle soit à l'aise avec la méthodologie, et ensuite proposer cette deuxième étape, peut-être comme un Scrum++, en disant première étape Scrum, deuxième étape, on peut passer à l'agile engagé, puisque Scrum ne donne pas des mauvaises habitudes, c'est juste, on augmente un petit peu le framework. Et la partie impact positif. Pourquoi avoir un petit vernis? Parce que notamment si on a l'équipe qui se lance dans son mandat mais qui n'a aucune idée de ce qu'elle veut faire, ça va être un petit peu compliqué. Donc déjà, commencer à traiter les prises de conscience en amont. Pour ça, on vous propose quelques propositions d'outils, finalement. À titre personnel, j'aime beaucoup la fresque du climat, mais déjà pour comprendre un peu les mécanismes. Une équipe qui fait la fresque du climat ou la fresque du numérique, c'est déjà finalement un premier pied à l'étrier pour comprendre et pour se donner envie et pour aller chercher de l'impact et comprendre finalement où est-ce que l'équipe aimerait avoir de l'impact, surtout la fresque du numérique si vous êtes sur des produits numériques. Et pour la partie design inclusif, ça me tenait à cœur de vous présenter ces éléments-là, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous la connaissez, mais ce que vous avez à droite, à gauche, c'est la roue des privilèges. Donc finalement, c'est avoir une prise de conscience du nombre de discriminations que peuvent vivre vos utilisateurs. Et là, on peut même aller sur ce qu'on appelle le design intersectionnel. C'est quand des utilisateurs vivent plusieurs discriminations et du coup des discriminations qui s'entrecroisent. Et du coup, ça permet de prendre conscience du niveau de privilège dans lequel on est et du niveau d'exclusion qu'on peut avoir avec nos produits. Donc c'est une première conscientisation. C'est un outil qui est super intéressant. Donc si vous ne le connaissez pas, voilà, je vous invite à le découvrir. Et juste à côté, vous avez une proposition de faire des personas qui sont sans biais. Pareil, dans le design intersectionnel, c'est une proposition. Aujourd'hui, souvent dans les personas, parfois, vous pouvez voir un âge, une catégorie socio-professionnelle, etc. Vous êtes déjà en train de créer des biais quand vous proposez ça sur vos personas. Un persona est la représentation d'une problématique utilisateur, pas d'une catégorie d'utilisateurs. Enfin, pas d'une catégorie de population socio-professionnelle, etc., d'âge. Souvent, quand on met une photo, par exemple, déjà sur un persona, ça peut créer du biais.
Et la proposition, c'est de se dire, allez regarder dans le design inclusif, allez regarder dans le design intersectionnel, ça va vous sensibiliser et ça va peut-être vous donner des idées pour votre mandat. Et un des derniers points, c'est un peu mes convictions sur l'appropriation de l'agile engagé. Et j'ai essayé de vous le répéter, c'est un côté un peu itératif. C'est-à-dire que l'équipe ne va pas devenir super impact positif tout de suite. Elle va prendre du temps, elle va se tromper, et on est vraiment sur un processus itératif. Même le framework en lui-même, c'est une première proposition aujourd'hui. On le livre à la communauté agile pour qu'il puisse être challengé, pour qu'il puisse évoluer, et que les équipes, en le vivant, proposent aussi des nouvelles choses sur ce framework-là. Et bien sûr, ça va supposer, et on est en train de le construire, des propositions d'axes d'amélioration, de progression, avec un certain nombre de ressources pour que les équipes se disent « Ok, quand je me lance, c'est quoi le chemin que je pourrais prendre? C'est quoi la trajectoire que je peux avoir en tant que développeur, en tant que PO, en tant que UX designer, et les ressources que je pourrais aller voir pour gagner un petit peu en autonomie et progresser sur le sujet. » Et bien sûr, bon, désolé, c'est un peu une platitude, mais du temps pour la transformation. Et je crois qu'on ne le dit jamais assez, même si c'est une platitude, il faut donner un peu de respiration, un peu d'oxygène à cette équipe qui va faire sa transformation. Donc, en conclusion, sur l'agile engagé, aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est qu'une proposition finalement pour les équipes de venir intégrer de l'impact positif, de la responsabilité dans leur quotidien. Et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a des équipes qui ne le faisaient pas déjà, mais moi, mon enjeu, c'était de proposer un repère pour que les équipes se disent bah, « moi, je veux faire ça et je vais le faire comme ça, et j'ai des repères pour pouvoir le faire ». Et donc, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. On est déjà en discussion avec des clients pour faire vivre ce framework-là pour de vrai. Et donc, restez connectés avec Suricat si vous voulez en savoir un petit peu plus, puisque dans quelques mois, on va pouvoir expérimenter sur le terrain et vous faire des premiers retours sur finalement comment est-ce que ce framework va vivre, est-ce qu'il est challengé, et je l'espère qu'il sera challengé. Et toute cette matière que je vous ai présentée, entre guillemets, on l'offre à la communauté agile, c'est-à-dire que toute cette matière, et en plus je n'ai pas pu tout vous présenter, va être mise à disposition sur notre site, l'impact poker, le framework, etc. Tous les outils, on va les mettre à disposition pour que vous puissiez aller consulter, pour que vous puissiez les challenger si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à nous contacter directement sur LinkedIn, à nous envoyer un mail, à les consulter. La mise en ligne est en cours, donc malheureusement, je n'ai pas tout de suite l'URL que j'aurais voulu vous partager, mais on la partagera sur LinkedIn si vous le souhaitez. Enfin, si vous le souhaitez, non, on la partagera sur LinkedIn et vous pourrez la consulter si vous le souhaitez. Donc un grand merci pour votre écoute, et si vous avez des questions, je suis à vous.